Bonsoir ou bonjour, selon le lieu d'où vous nous rejoignez, et bienvenue à la troisième journée du colloque international de l'actuariat francophone. Je suis Samuel Sivy, directeur des études de l'Institut des actuaires en France, et j'ai la chance d'animer cette table ronde consacrée à un sujet d'actualité s'il en est, le retour de l'inflation et les défis que cela représente pour les actuaires. Je vais commencer par présenter les quatre intervenants que nous avons l'honneur d'accueillir ce soir. Valérie Depp, elle est partenaire actuarial et financial services au sein de la société de conseil Optimind. Elle est titulaire d'un diplôme d'ingénieur agronome, actuaire certifié. Elle anime le groupe de travail ALM de l'Institut des actuaires et était également membre de notre commission finance et gestion d'actifs. Elle intervient principalement auprès des acteurs de l'assurance sur de l'encadrement de missions ayant trait à l'allocation et la gestion d'actifs, à la gestion d'actifs passifs et de manière plus générale sur les grands projets liés aux évolutions réglementaires. Bonsoir Valérie. Bonsoir à tous. Retrouvons Sandra Moringa de l'autre côté des Alpes. Sandra est Head Life and Health Transactions en Europe chez Swiss Re. Après avoir travaillé à Londres en tant qu'actuaire dans réassurance vie et santé, Sandra travaille dans les solutions de réassurance structurées non traditionnelles à Zurich. Ses activités consistent à gérer les comptes clients dans plusieurs marchés et créer des transactions financières faites sur mesure pour les clients européens. Elle a suivi des études en management et actuariat à l'Université de Lausanne. Sandra est qualifiée en tant qu'actuaire ASA et préside le comité de formation continue pour l'association actuaire suisse, des actuaires suisses. Bonsoir Sandra. Bonsoir à tous. On va traverser l'Atlantique pour rejoindre Mathieu Charest. Mathieu est actuellement vice-président gestion des risques en assurance individuelle et chef par intérim de l'équipe de gestion des risques de produits et d'assurance chez Manuvie. Son rôle implique l'examen et l'approbation des initiatives de produits, la production de plans d'affaires mondiales, ainsi que les tests IFRS 17 pour les nouvelles affaires. Mathieu est diplômé de l'Université de Laval avec un baccalauréat en sciences actuarielles. Il est fellow de la Société des actuaires et de l'Institut canadien des actuaires. Mathieu a également obtenu le titre d'analyse financier CFA en 2010. Bonjour Mathieu. Bonjour. Enfin, direction le Sénégal, où nous retrouvons Abdi Cissé, s'il nous a rejoint. Je ne suis pas sûr qu'il soit arrivé, ou qu'il va arriver d'ici peu. Abdou est président directeur général du groupe 6 Consulting Solviseo. Il dispose d'une expertise en actuariat, en finance, en gestion actif-passif, en gestion des engagements sociaux et des retraites. Il est diplômé de l'ENSAE Paris en actuariat et en finance de marché. Et il est également diplômé en mathématiques appliquées et informatique de gestion. Il est vice-président de l'Institut national des actuaires du Sénégal et parrain de l'Association des actuaires africains français. Vous pourrez tout au long de notre table ronde poser vos questions aux conférenciers à travers la messagerie instantanée Zoom. Et je vais maintenant, sans plus attendre, passer la parole à Valérie pour une introduction sur notre sujet. Oups, j'ai oublié. Allons-y. Merci Samuel. Donc oui, en introduction, on voulait un peu poser les bases sur le sujet d'aujourd'hui, donc l'inflation, et donner quelques définitions pour commencer. Donc vous la lisez, hein. Donc l'inflation, c'est un phénomène économique qui se traduit par une dépréciation de la monnaie combinée à l'augmentation générale et durable des prix. Et donc on a l'habitude plutôt en France de prendre des indices qui sont calculés par l'INSEE, qui sont soit l'IPC, soit l'IPCH, soit l'ISL. Alors, quelles sont les différences? En fait, on essaye d'avoir une harmonisation européenne. Et donc, dans les chiffres qu'on montrera par la suite, on retient plutôt l'IPCH. C'est donc l'indice des prix à la consommation harmonisé, puisque pays par pays, notamment en zone euro, il peut y avoir des retraitements. Et par exemple, pour ce qui est en France, on prend l'inflation nette des remboursements de la sécurité sociale qui a une grande importance en France, puisque il y a beaucoup de remboursements de frais de santé qui passent par la sécurité sociale. Au niveau des sources de l'inflation, il y a plusieurs, je dirais, théories, entre guillemets, qui peuvent s'affronter. Alors, on peut distinguer l'inflation par la demande, et donc ce serait plutôt une inflation, entre guillemets, positive, puisque c'est un cas où la demande augmente plus vite que l'offre, et donc les prix augmentent par la rareté des produits et par la demande. Et donc ça, c'est un sous-jacent de la théorie du keynésianisme qui dit que effectivement, et vous avez peut-être vu ou entendu parler des relances par la demande, notamment en France, qui avaient été pratiquées par certains gouvernements, qui est en fait que en poussant la demande,
en fait, ça aurait un effet bénéfique. On crée de l'inflation, mais c'est, voilà, encore une fois, une inflation positive. Ce qui la distinguerait de la deuxième inflation, c'est plutôt celle qu'on subit actuellement, c'est l'inflation par les coûts. Donc, c'est une augmentation des frais et de manière générale des coûts, et qui va se répercuter sur les prix des biens et des services, qui augmentent à leur tour. C'est soit de l'importation, et on en reparlera par la suite, notamment l'énergie, les matières agricoles, soit une inflation au niveau des coûts de production, et là on pense plutôt notamment à l'inflation des salaires. Il peut y avoir bien sûr une boucle, je pense aussi que vous en avez entendu parler, donc la boucle inflation-salaire, qui fait que, et d'ailleurs on le voit à l'heure actuelle dans les négociations salariales chez nous en France, il y a une demande d'augmentation des salaires liée à l'augmentation du coût de la vie. Et puis la troisième, qui est vraiment une approche monétaire de la chose, c'est qu'il y a une relation entre la masse monétaire en circulation et l'inflation, avec une équation. Donc plus la masse monétaire en circulation est importante, et plus les prix augmentent, parce que cette augmentation, et on appelle ça aussi vulgairement la planche à billets, donc cette augmentation de la masse monétaire est liée à une dépréciation de la valeur de la monnaie qui elle-même crée de l'inflation, notamment par le biais des importations. Donc après ces quelques définitions, un petit zoom sur là où on en sommes. Donc je présente en premier l'Europe. Alors, moi, vous voyez, on est pour la majeure partie des pays entre 7,5 à 10, voire supérieur, entre 10 et 15%. Et vous avez un pays en jaune, enfin en orange clair, qui est un petit peu le bon élève de la classe, c'est la France. On n'est qu'à 5,6% à fin septembre. Pourquoi? Parce que, en particulier, le gouvernement en France a pris beaucoup de mesures. Le bouclier tarifaire énergétique, donc avec un bouclier de 4% jusqu'à fin décembre sur les prix d'électricité, et ensuite une limite à 15% pour l'électricité et le gaz. Donc il contraint en fait les opérateurs, qui pour l'instant sont encore des opérateurs de marché, à ne pas augmenter leurs prix. Et puis il y a aussi l'essence, qui avait passé les 2 € du litre, et qui a fait aussi, qui était la source d'une aide, 18 centimes avant l'été, et puis 30 centimes depuis septembre. Donc c'est, comme on le verra par la suite, comme l'inflation est notamment liée au prix de l'énergie, ces mesures ont permis à la France de limiter sa poussée inflationniste. Par exemple, contrairement à l'Allemagne, par exemple, alors, qui vient d'annoncer qu'elle mettait 65 milliards d'euros sur la table pour lutter contre l'inflation, et qui en matière énergétique est beaucoup plus liée notamment au gaz, et qui, comme nous, alors je ne sais pas si c'est un bien ou un mal, mais ne produit pas son électricité via le nucléaire, donc est très dépendante des importations pour son énergie. Et puis on a, excuse-moi Samuel, et on a bien sûr les pays de l'Est, vous voyez, tous ceux qui sont limitrophes de là où il y a le conflit, puisque tout est né du conflit Ukraine-Russie. Donc tous ces pays de l'Est notamment, qui subissent des très très fortes poussées inflationnistes, et puis dans une moindre mesure l'Espagne et les pays un peu du nord de l'Europe. Donc pour le reste du monde, là aussi, voilà, aux États-Unis élargi, au Canada pour Mathieu, on est entre 8 et 9%. Donc voilà, on est bien aussi dans de l'inflation entre 7,5 et 10%. Et puis, je ne vais pas tous les citer, mais il y a des pays d'Amérique latine et d'Afrique qui ont dépassé les 100%. Je pense au Venezuela, au Zimbabwe en Afrique, et puis au Soudan, et des pays comme la Sierra Leone ou l'Éthiopie qui sont largement au-dessus de 30%. Donc voilà, il y a vraiment des situations contrastées, mais de manière générale, de très 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 fortes tensions inflationnistes dans le monde entier. Alors les sources de l'inflation, je vais pas me répéter, mais donc bien sûr l'énergie. Donc vous voyez là, c'est un relevé à fin août en glissement annuel des secteurs qui ont pris le plus. Donc bien sûr l'énergie, on est à 38% d'augmentation en glissement annuel, mais pas que, puisque derrière on a l'alimentation,
L'alcool et le tabac et l'alimentation, c'est surtout lié aux importations, notamment de céréales, mais d'oléagineux aussi, qui venaient d'Ukraine et de Russie, qui sont un des premiers pays producteurs et exportateurs en Europe. Et puis derrière, se tient un peu mieux tout ce qui est industriel, hors énergie et les services. Et vous avez donc pour la zone euro, le relevé à fin août, donc on est à une inflation zone euro de 9,1%. Et pour finir cette introduction, mais je pense qu'on en reparlera avec Mathieu tout à l'heure, bien sûr des réactions des banques centrales. Alors la Fed qui avait ouvert le mouvement, vous voyez, elle avait commencé une hausse de ses taux directeurs dès le mois de mai. Donc elle est passée de 0,50 à 1%. Et puis elle augmente progressivement pour atteindre donc la dernière hausse qui a lieu en septembre, elle était de 0,75% de ses taux directeurs. Et donc les US sont maintenant à 3,25%, ce qui corrélativement avait entraîné, alors avant que la Banque centrale européenne remonte ses taux, une forte baisse de l'euro qui a atteint la parité et qui a même descendu en dessous de la parité avant le mois de septembre. Ensuite, ça s'est un peu rétabli quand la BCE elle-même est passée de 0,50 à 1,25, donc a embrayé le pas en faisant une hausse de 0,75% de son taux directeur. Mais depuis, la Fed a remonté de nouveau de 0,75 et donc on est repassé très proche de la parité euro-dollar. Donc c'est ce que je disais en introduction, il y a aussi des effets d'inflation importée par d'éventuelles dépressions de la monnaie. J'ai vu qu'il y avait déjà des questions. Samuel, je pense qu'on les prend plutôt en fin de, on prendra plutôt, de réunion, si ça ne vous ennuie pas. Oui, on prendra plutôt les questions en fin de réunion. Merci. Valérie. Sandra, est-ce que vous voulez nous parler de l'impact de l'inflation sur l'assurance, en particulier sur l'assurance non-vie? Oui, volontiers. Alors, j'aimerais commenter un peu sur l'impact de l'inflation pour les assurances en général et après peut-être sur la non-vie et la vie séparée parce que finalement il y a des impacts et il y a des impacts beaucoup plus importants pour le secteur non-vie que le vie. Et il y a plusieurs choses avec l'inflation en général. C'est d'abord l'impact sur les sinistres en cours, bien sûr. La deuxième chose, c'est sur la prévision des primes futures, mais aussi avec l'inflation, l'augmentation des coûts et les résultats, aussi le taux d'intérêt qui monte et les résultats d'investissement. Et ce qui impacte aussi le passif et l'actif. Mais ça, on pourra en discuter aussi plus tard. Les trois choses qu'on voit qui impactent l'inflation, comme Valérie l'a expliqué aussi avant, et qu'on voit qui impactent surtout le secteur d'assurance, et ça va vous aider à comprendre un peu plus pourquoi ça impacte aussi plus le non-vie que le vie. D'abord, bien sûr, avec le Covid et les chaînes de ravitaillement qui sont devenues plus courtes, avec le confinement aussi en Chine, il y a bien sûr des pièces qu'on avait besoin dans le secteur automobile qui n'étaient plus là. Et donc, il y a aussi une réduction de l'offre par rapport à ces deux choses. Et aussi une tendance maintenant que les gens ils veulent consommer plus localement. Aussi avec, on a vu un gros facteur de l'inflation et l'énergie, comme Valérie l'a mentionné. Et avec la guerre en Ukraine, on se rend compte aussi qu'on veut avoir plus des choses locales et consommer aussi et avoir des énergies plus locales que de relier finalement à l'exportation. J'ai dit qu'il y avait trois choses qui impactaient l'inflation. La première, le Covid. La deuxième, la guerre en Ukraine. Bien sûr, ça, c'est un impact très fort maintenant, mais peut-être quelque chose de plus temporaire. Et la troisième chose qui peut être aussi intéressante, parce que ça va être dans des actuaires aussi pour le futur, c'est finalement le changement climatique et le fait que les gens investissent différemment aussi dans les différentes énergies. Et ça, c'est quelque chose à penser plus pour l'inflation au long terme et pas au court terme. Donc, pour le secteur de l'assurance, il y a des impacts à court terme et des impacts plus positifs à moyen et long terme. Et pour le court terme, j'aimerais mentionner trois choses. C'est plus des choses négatives qui impactent le court terme avec l'inflation. La première chose, c'est l'assombrissement de la vie économique générale. C'est la baisse des marchés, mais aussi donc la baisse du pouvoir d'achat.
La deuxième chose, c'est l'augmentation des coûts des sinistres, surtout en non-vie, et je vais l'expliquer un peu pourquoi, et aussi sur les couvertures médicales. Et la troisième chose qui impacte plutôt négativement et le plus le court terme, c'est aussi la perte des actifs des marchés qui va aussi impacter les assureurs. Plus il y a aussi des impacts positifs, plus à moyen, à long terme. Et là, je vais aussi en mentionner 3. Le premier est finalement le changement avec l'inflation vers une augmentation des taux d'intérêt, qui a aussi une bonne influence sur le rendement des actifs à long terme, mais aussi sur l'assurance vie et les produits d'épargne avec des taux d'intérêt garantis. La deuxième chose, c'est effectivement qu'avec le Covid, il y a aussi une sensibilisation différente au risque. Et donc, les gens, ils sont plus enclins à finalement acheter des produits d'assurance, aussi vie, par rapport à avant, puisqu'ils sont plus sensibilisés à ce risque, finalement. Donc ça va être plutôt quelque chose qui va être positif aussi à long terme. Et aussi, avec le changement du Covid, il y a eu aussi plus de la digitalisation, la manière de vendre les produits d'assurance qui vont aussi être plus attrayants finalement pour la population plus jeune. Et ça va faire qu'il y aura aussi un peu plus de demandes à moyen, long terme. Et la troisième chose qui est finalement aussi un point positif, c'est le durcissement des marchés qui va avoir un point positif pour l'assurance en général. Donc ça, c'est un peu les éléments en général sur l'assurance qui peut impacter la non-vie et la vie. Merci Sandra. Mathieu, comme je disais tout à l'heure, vous approuvez les initiatives, les nouveaux produits de votre côté. Et pouvez-vous nous parler des conséquences de l'inflation sur la conception des nouveaux produits d'assurance? Oui. En fait, je pense que mon vidéo fonctionne. J'ai pas, je ne mettrai pas le background là, pour être sûr de ne pas rien risquer, de ne pas rien toucher. Oui, donc, je travaille pour Manuvie. Ma couverture, c'est l'Amérique du Nord et l'Asie. Donc, c'est une perspective un petit peu différente de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Mais c'est sûr que l'inflation est à un niveau présentement que la plupart des actuaires, en fait, je ne veux pas offendre personne, il y a beaucoup d'actuaires dans le marché présentement qui n'ont pas nécessairement vu. Je me rappelle quand j'ai commencé ma carrière en 2002, on avait des discussions, il y avait de plus en plus de mark-to-market dans les états financiers. Puis à cause de ça, il y avait beaucoup de discussions à propos du hedging. Est-ce qu'on devrait faire plus de hedging pour réduire la volatilité? Les taux d'intérêt étaient environ à 5-6 %. Puis il y avait des gens qui disaient 5-6 % ça ne peut pas descendre plus que ça. Ça ne vaut pas la peine de rajouter des hedges. Puis ce qu'on a vu, en fait, c'est que les taux sont allés presque à zéro. D'un autre côté, mes parents, quand ils ont acheté leur maison dans les années 80, les taux hypothécaires étaient au-dessus de 20 %. Donc, il y a une variation dans un domaine d'environ 40 ans qui était assez extrême. Puis, ce qui est important pour nous comme actuaires, quand on est temps de faire des nouveaux produits, puis aussi d'avoir les hypothèses qui sont appropriées, de ne pas nécessairement assumer que ces conditions-là ne reviendront jamais. Il y a eu beaucoup de discussions dernièrement à propos de ça, c'est un événement qui va arriver COVID, on était supposé d'en être un. C'est un événement qui va arriver à chaque 100 ans. On vient juste d'en avoir un, donc on est correct, on n'a pas à s'en préoccuper. À cause de ce que Sandra a dit, les changements climatiques, on va en avoir de plus en plus des activités et des impacts comme ça. Puis, ce qu'il faut faire comme actuaire, c'est d'anticiper plus de volatilité dans le futur, ce qui va avoir un impact sur les produits qui devraient être les produits qui devraient être offerts dans le futur. Les régulateurs, puis peut-être que je peux en parler un petit peu plus tard, ont fait un bon travail pour essayer d'inciter les compagnies d'assurance à offrir moins de garanties. Je dirais que ça, c'est un des facteurs qui va être très important dans le futur. C'est les niveaux de garantie qui vont être offerts dans les nouveaux produits. Puis de où est-ce que ça vient. Il y a des compagnies qui vont être capables d'offrir des garanties. Il y en a d'autres qui vont avoir un état financier ou qui ont tellement de garanties déjà d'offerte. C'est tellement long terme que ce qu'ils vont être capables de se permettre, c'est seulement des produits qui sont plus courts ou des produits où l'expérience peut être partagée avec les consommateurs
en fait, ça réduit le risque. Il y a, la plupart du temps, les stratégies qu'ils essaient de faire, c'est d'avoir des risques de mortalité, des risques de longévité qui s'annulent. C'est important. S'il y a des compagnies qui sont ils ont trop d'exposure sur un risque versus l'autre, bien, c'est sûr que ça va affecter ce qu'ils vont être capables d'offrir dans le futur. Donc, les gouvernements vont ont un impact et vont continuer d'avoir un impact sur le type de produit qui va être offert. Les états financiers des compagnies en tant que telles vont avoir un impact. Puis c'est sûr aussi que les consommateurs, dans différents marchés, leurs demandes sont différentes. Donc, ça va pousser, les trois facteurs ensemble vont pousser justement les caractéristiques des produits dans différentes directions. Et on voit ça même juste dans la couverture que Manuvie offre en termes d'Amérique du Nord et puis d'Asie. On voit une approche qui est vraiment différente en termes de produits que les consommateurs demandent. Puis à cause de la volatilité que j'ai parlé, on va continuer de voir ces différences-là. En termes de caractéristiques, c'est sûr qu'on a parlé d'assurance vie, remboursement médical, assurance invalidité, maladie critique. Il y a les rentes aussi qu'il ne faut pas oublier. Donc, je vais parler peut-être de trois en particulier, puis l'impact de l'inflation sur ces nouveaux produits-là. Si on revient en arrière un petit peu, les rentes, tant que les retours sur les actifs étaient bons, je prends les régimes à prestations déterminées, quand les retours sur les actifs étaient bons, quand les taux d'intérêt étaient élevés, il y avait beaucoup de surplus, puis les gouvernements se disaient, bien, ça, c'est beaucoup d'argent qu'on ne peut pas taxer, donc les contributions ont été limitées. Puis à cause de ça, ça a fait que les employeurs sont habitués à un coût moindre pour leur régime. Tout allait bien. Les formules de rente sont devenues de plus en plus généreuses. Il y avait de l'indexation qui a été ajoutée. Ça, c'est bon quand le marché va bien. Quand ça commence à aller moins bien, c'est sûr que les surplus ont diminué, c'est devenu du déficit. Les compagnies qui offraient ces plans-là ont évidemment ne pouvaient plus contribuer ou en fait pas le niveau qui était demandé avant. Et ça a donné beaucoup de conversion de prestations déterminées à contribution déterminée. Ce que ça a fait, c'est qu'il y a beaucoup d'assurances, il y a beaucoup avec des régimes de transfert de risque ou avec des achats. Il y a beaucoup de ces rentes-là qui ont été achetées par des compagnies d'assurance. Ce qui est important de voir dans ce contexte-là, c'est des risques qui sont long terme, avec des risques de longévité. Puis si on parle d'inflation, des rentes qui sont indexées, c'est un risque qui va rester sur les états financiers des compagnies d'assurance pendant très, très longtemps. Donc, en termes d'hypothèse, c'est important d'être peut-être plus conservateur parce que, comme je disais tantôt, il y a une variation qui est très probable et qui va probablement continuer. La volatilité va probablement continuer dans le futur. Assurance vie, pas un gros impact. Le seul impact qu'il y a dans l'assurance vie, c'est le fait que quelqu'un qui a acheté une police d'assurance à 30 ans avec une couverture de 100 000 quand il va y avoir une réclamation dans 30-40 ans, le 100 000 évidemment, vaut beaucoup moins. Et puis, ce qui pourrait arriver, c'est que les gens vont vont avoir moins d'assurance ou peut-être pas assez d'assurance pour leurs besoins. Mais en termes du risque en tant que tel pour, par exemple, une compagnie d'assurance, le risque en assurance vie est plus bas. Le dernier que je vais parler, c'est en termes de remboursement médical, puis comment offrir un produit en remboursement médical avec les hypothèses. Avant COVID, la plupart de l'inflation, ou en fait l'inflation qui était l'inflation médicale versus l'inflation générale, était en général plus élevée. Puis la raison, c'est dans plusieurs pays, la moitié des dépenses, c'est de l'équipement, c'est des hôpitaux, les buildings. L'autre moitié, c'est des salaires. Puis on a vu ça aux États-Unis, puis dans certains autres pays aussi. Dernièrement, l'inflation pour les frais médicaux était moindre que l'inflation générale, qui n'était pas nécessairement quelque chose qu'on avait vu avant. Puis une grande partie de ça qui est causée par les salaires. La plupart de ces salaires-là, c'est des salaires qui sont négociés avec des conventions collectives. C'est ouvert à chaque 3-4 ans. Donc,
Ce qui arrive dans ce cas-là, c'est qu'ils n'ont pas encore été ouverts. Ça a gardé l'inflation médicale un peu plus basse que l'inflation générale, mais ça serait une erreur de continuer de projeter cette différence-là dans le futur parce que ce qu'on peut penser, c'est que les conventions vont rouvrir tranquillement, une après l'autre. Les coûts vont augmenter considérablement parce que les négociations vont donner des salaires qui sont plus élevés. Et puis, ça va probablement projeter et revenir un petit peu là, comme ça l'était avant, où l'inflation médicale va être encore une fois plus élevée que l'inflation générale. La raison pourquoi que je dis ça, c'est que j'ai vu des cas dernièrement dans des pays en Asie où les projections ont été faites un petit peu de cette façon-là, où l'assurance médicale était projetée pour être plus basse que l'inflation générale. Puis en fait, quand les renégociations vont être à temps, c'est là qu'on va voir l'augmentation puis un retour à la normale. Donc, quand on parle de défi pour les actuaires, c'est sûr que c'est un défi parce que ne faut pas nécessairement juste regarder les derniers 6-12 mois, mais c'est important aussi d'essayer de planifier et de voir toutes les caractéristiques qui sont en cause qui peuvent faire que les projections pourraient être différentes de ce qu'on a vu dernièrement. C'est un sujet qui est très varié, qu'on pourrait parler pendant longtemps. J'ai seulement 10 minutes, je pense que j'en ai déjà pris trop. Donc, je vais arrêter ici. Mais je dirais, en termes importants, le niveau de garantie qui est offert dans les produits va avoir une très grande influence sur l'importance d'une hypothèse comme l'inflation. Ça va avoir une très grande influence aussi sur la probabilité de se tromper, parce que quand on projette une inflation pendant 60 ans, la seule chose qui est sûre, c'est qu'on va se tromper, mais ce qui est important de savoir, c'est qu'on va se tromper par combien. Donc, quand c'est garanti, c'est sûr qu'il faut être plus conservateur. L'idée, pour réduire les risques, c'est d'avoir plus de partage d'expérience avec les consommateurs. Puis ça permet justement de réduire l'importance d'une hypothèse long terme comme celle-là, puis de suivre un petit peu plus le marché à mesure que le marché change. Donc, je vais arrêter ici, puis je suis heureux de prendre des questions après la séance. Merci Mathieu. Je vous rappelle que vous pouvez poser des questions à travers la messagerie instantanée sur Zoom et on les prendra dans quelques minutes. Abdou, est-ce que vous pouvez déjà bonsoir, et est-ce que vous pouvez nous apporter un éclairage sur la situation en Afrique? Oui, merci Samuel par rapport à cette invitation, et je remercie les panélistes qui ont déjà campé le débat et qu'une partie de l'essentiel a été dit. Alors, je voudrais moi parler un tout petit peu de l'Afrique, mais vous savez, l'Afrique est arrimée à l'Occident complètement, et donc on est obligé de repartir un peu de l'Occident avant d'arriver sur le terrain africain. Tout à l'heure, ma copanéliste a bien défini l'inflation, donc on ne va pas y revenir. Mais comme nous sommes réunis aujourd'hui en tant qu'acteurs et que nous avons comme dénominateur commun les mathématiques, je voudrais qu'on utilise un tout petit peu ce goût des mathématiques pour essayer d'apporter des lumières sur les problématiques d'inflation. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que l'inflation? C'était bien dit, mais nous en Afrique, nous ne connaissons en termes d'inflation qu'une seule chose, c'est le fait qu'on ait des prix à la consommation qui augmentent. C'est notre définition. Aujourd'hui, si on reste dans le contexte occidental, on se rend compte que quand même l'inflation a quitté une fonction d'une seule variable pour aller vers une fonction de plusieurs variables. C'est-à-dire que si on veut interpréter vraiment l'inflation, on n'est plus à une fonction à dériver, mais on est vraiment à des dérivés partiels à calculer. Mais si on regarde sur les 50 dernières années, tout ce qui s'est passé comme événement, on se rend compte que très souvent l'inflation prend sa source au niveau de ce qu'on appelle une hausse de la masse monétaire. Seulement, l'inflation se traduit après, peut-être et très souvent, en termes de hausse des prix. Mais sa source a toujours été une hausse de la masse monétaire. Entre 1945 et 1971, nous n'avions pas eu de crise financière internationale. La raison était simple, c'est que nous avions un référentiel commun dans le monde entier. Nous avions les accords de Bretton Woods, et Bretton Woods était un référentiel commun. Les États-Unis avaient réussi à discipliner tous les pays, mais ils se sont aussi autodisciplinés.
Donc, pas de crise financière, aucun problème d'inflation, rien, absolument rien dans le monde. On arrive en 71, qu'est-ce qui se passe? On a une déconnexion entre l'or et le dollar. Et donc, il n'existe plus, depuis 1971, un ordre monétaire international. Pour moi, ça, c'est d'une importance capitale. Parce que tous les événements que nous vivons depuis 1971 jusqu'en 2002, c'est des événements qui viennent du fait qu'on a arrêté Bretton Woods. Et en arrêtant Bretton Woods, on a arrêté le référentiel commun à tous les pays. Or, des pays qui échangent des biens et services entre eux ont besoin de référentiels. Nous sommes tous attirés par les maths. Nous savons que si on veut repérer un point dans un espace, le minimum, c'est d'avoir un repère. Donc, ça se répercute dans la vie de tous les jours. Pour que les pays puissent échanger des biens et services dans des conditions normales de pression et de température, il faut impérativement qu'ils aient au moins un référentiel commun. Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, la grande inflation des années 70 était issue d'une hausse de la quantité de dollars qui avait inondé l'Occident suite à l'arrêt de la convertibilité en or du dollar et la fin de Bretton Woods. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup d'événements se sont passés en termes de guerre du Kippour, etc., et qu'on a eu une envolée du prix du pétrole. Alors, mais comme le pétrole ne pouvait s'acheter qu'avec la monnaie impériale qui est le dollar, la hausse de son prix avait entraîné partout la hausse des prix à la consommation. C'était ça vraiment la première problématique qu'on a vécue vraiment après Bretton Woods en termes d'inflation. La deuxième vague est arrivée sous Bernanke par la bulle monétaire qui cachait les ratios d'endettement sur fonds propres des banques américaines émettrices de crédit subprime. Cette hausse de la masse monétaire avait entraîné une hausse de l'immobilier, suivie d'une hausse de la valeur boursière, puis des actifs, et qui s'était traduite à la crise de 2008. Vous voyez, donc, et depuis 2008, on a un nouveau monde financier qui est né entre nous. On vit une espèce de nouveau monde financier. Les nouvelles formes de politique monétaire, enfin, les anciennes politiques monétaires avaient un peu été délaissées et on a eu des problématiques de disparition de la croissance sur une dizaine d'années. Et pendant ce temps, les banques centrales ont cherché à racheter la croissance par la dette et ont fini par faire disparaître l'inflation. Depuis la hausse des taux de 2011 sous Jean-Claude Trichet pour la BCE, la croissance et l'inflation avaient complètement disparu de la zone euro. Et la troisième vague de l'inflation était attendue en 2020 parce qu'on a eu une hausse de la masse monétaire, etc., à cause des assouplissements quantitatifs. Et en 2020-2021, cette hausse de la masse monétaire n'avait pas atteint les prix de la consommation, où sa conception même de l'inflation a changé. Donc, on est tombé sur des problématiques d'inflation domestique, importée, sous-jacent, beaucoup de types d'inflation. C'est pourquoi tout à l'heure, j'ai parlé du fait que l'inflation a changé vraiment de composante et est devenue une fonction de prix variable. Et pour sortir du Covid, les banques centrales occidentales avaient décidé de racheter l'inflation. Cette hausse des prix à la consommation est de retour en 2022, mais est devenue non maîtrisable à cause de la crise énergétique. Donc, quand on voit très bien, on a l'impression que sur les 50 dernières années, à chaque fois qu'il y a eu des inflations, etc., c'est parce que c'est une forme d'administration. C'est comme s'il y a eu un effet hausse de la masse monétaire et en fait, les économies sont un tout petit peu vraiment administrées. C'est ce qu'il faut ressentir. Et en rachetant des dettes des États comme le font les banques centrales, ils sont transformés en assureurs qui règlent des sinistres de marché. Aujourd'hui, on peut regarder la BCE, par exemple, comme étant quelqu'un qui donne une assurance en termes de solvabilité pour les banques et les États. Bon, maintenant, il faut comprendre que quand on est sorti du choc pétrolier des années 70, la politique monétaire, juste avant le choc pétrolier, la politique monétaire, enfin, la politique budgétaire était au centre de la politique économique. Les banquiers centraux passaient par la politique budgétaire pour lutter contre l'inflation et le chômage. D'accord? Arrivé le choc pétrolier, la stagflation nous a submergés et un changement de camp a été opéré vers la politique monétaire, vers les années 78. Et on a aujourd'hui de nouveau une stagflation et une hausse des prix du chômage. Et à partir de ce moment, on peut se poser la question de savoir réellement à quoi nous servent vraiment les banques centrales. En tout cas, l'Occident est en train de vivre ce qu'on appelle une économie administrée. C'est ce que l'Occident est en train de vivre. Mais nous, en Afrique, depuis les années 60, donc les années d'indépendance,
nous n'avons vécu que dans des économies administrées. Je vais y revenir tout à l'heure, mais c'est important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Occident, les gens se rendent compte que, en fait, des effets qui n'ont rien à voir avec la réalité peuvent faire en sorte que les prix augmentent dans tous les sens. Mais nous, c'est ce qu'on a connu. Nous, on n'a jamais connu une économie formelle, correcte, centrée, une politique monétaire d'une banque centrale en conformité avec les besoins des États. Jamais. Et ça a été toujours un problème pour nous. Maintenant, revenir un tout petit peu maintenant sur les problématiques de modèles mathématiques. En résumé, l'industrie financière occidentale a créé un espace économique qui n'est plus conforme à une quantification de la croissance et de l'inflation. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai remarqué. Parce que pour moi, l'inflation et la croissance sont des mesures. Hein. C'est des mesures. Et quand je parle de mesures, je reviens en mathématiques. La mesure universelle qu'on a tous apprise, c'est la mesure de probabilité. N'est-ce pas? Nous avons appris la mesure de probabilité. Mais avant qu'on nous apprenne une application probabilité, il y avait quelque chose qui avait été fait en amont. C'est-à-dire qu'on nous a appris ce que c'était un espace mesurable. Un ensemble non vide muni de l'ensemble des parties de cet ensemble. Ce n'est qu'après avoir défini un ensemble mesurable qu'on nous a défini une mesure de probabilité comme une mesure positive bornée, une application. Ça, c'est fondamental. Cette mesure de probabilité, depuis la nuit des temps, personne ne l'a contestée. Et sans cette mesure de probabilité, beaucoup d'applications sur lesquelles nous tournons aujourd'hui n'auraient pas eu lieu. Ça, c'est fondamental. Et donc, quand je regarde, moi, la croissance et l'inflation, je les considère comme des mesures. Le problème, c'est qu'avant 1971, l'espace économique n'était pas gangréné par les marchés financiers. Donc, nous avions un espace économique qui était sain. Et sur cet espace économique, mesurer l'inflation, mesurer la croissance avait beaucoup de sens. Maintenant, depuis les années 70, les marchés financiers sont venus s'interférer au niveau de l'économie. Les gens disent très souvent que l'économie a été financiarisée. Non, pour moi, c'est que la finance, c'est créer une industrie. On est dans une industrie financière qui gangrène l'espace économique. Cela gangrène l'espace économique au point où les mesures de croissance et d'inflation n'ont plus de sens. Ça, c'est fondamental. Et c'est là où j'appelle vraiment les acteurs, que tout le monde se rende compte que, en fait, il y a quelques notions de mathématiques qu'on a laissées de côté. Et quand quelqu'un comme Jerome Powell, qui représente la Fed, hein, la plus grande banque centrale du monde, nous dit, enfin, quand il fait un aveu d'échec, c'était il y a 2 semaines, je pense, un aveu d'échec, comme quoi il va devoir choisir entre le chômage et l'inflation. Il va devoir choisir. Mais qu'est-ce que cela peut signifier? Car quand même, la Fed a 3 missions dans ses statuts: la stabilité des prix, le plein emploi et le niveau de taux d'intérêt compatible avec le développement d'une croissance potentielle. Bon. C'est la preuve que le modèle mathématique qui soutient sa politique monétaire ne tient pas debout. Ça me fait penser, moi, à des choses élémentaires sur lesquelles nous avions passé beaucoup de temps. Lorsque nous étions dans les petites classes, on nous apprenait les équations paramétriques. On nous disait 2mx plus m égale 45m, etc. X étant la variable, m étant le paramètre. Mais on ne nous a jamais demandé de chercher le paramètre. On ne nous a jamais en mathématiques demandé aussi de donner des valeurs aux paramètres pour essayer d'aller trouver la variable. Non. On résout l'équation en cherchant la variable et en discutant des valeurs du paramètre. mais ce que M. Powell nous a dit, je ne cible plus tel, je vais cibler tel autre, ça veut dire que dans son équation, dans ses équations peut-être, parce qu'il peut en avoir factoriel n, il se décide un bon matin de dire que telle variable n'est plus variable, ça devient un paramètre, et le paramètre devient variable. Quand même, il faut que quand même ceux qui ont un esprit mathématique se réveillent un peu, qu'on se dise, mais en fait, dans quel monde nous vivons? Tout ça pour dire que, franchement, toutes ces problématiques d'inflation, toutes les problématiques de mouvement de marché, de perturbations énergétiques, tout ça, ce qui est grave et ce qui est dangereux, c'est que sa façon de se répercuter chez nous en Afrique, mais c'est démesuré. On ne peut même pas le mesurer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous prenez en Afrique une femme qui a acheté il y a 3 mois le kilo de viande au Sénégal.
acheter le kilo de viande, elle pouvait l'acheter à 2500 francs CFA. Allez, quelques euros comme ça. 3, 4, je ne sais plus. Alors, depuis 4 mois, le prix est passé de 2500 à 4200. 4200. Ça, on l'aurait fait en France demain, mais c'est la révolution. C'est la révolution. Mais chez nous, ça se fait tranquillement et personne. En fait, ce n'est pas que les gens ne bronchent pas, c'est que nous n'avons pas l'esprit d'aller revendiquer de tout le temps. Mais il faut aussi que les Occidentaux, dans leur politique monétaire, dans leur façon de gérer le monde, fassent un peu attention parce qu'on ne peut pas tout mettre dans les marchés. On ne peut pas prendre le gaz, l'électricité et le mettre dans les marchés. Aujourd'hui, en France, les gens sont en train de payer le fait qu'on a libéralisé le marché de l'énergie. Et donc, il faut recapitaliser EDF et c'est le peuple qui paye. Des problèmes comme ça, nous les vivons à l'exponentielle. Et c'est dans ce sens que j'invite vraiment, vraiment, vraiment le clan des actuaires à prendre en main certaines problématiques, à faire revenir les notions de mathématiques. Parce qu'on ne peut pas laisser les gens être perdus dans tous les sens, surtout la plupart des économistes. Parce que moi, ce que je vois chez les économistes, on leur a laissé trop de terrain. Nous, les mathématiciens actuels, on leur a laissé trop le terrain. Pourquoi? Parce que quand vous prenez, par exemple, les physiciens, quand on regarde les physiciens, qu'on rentre comment ça s'appelle encore, dans le monde de Kepler, dans le monde des Galilée et autres, mais il y a une chose qu'on va retenir chez eux, c'est qu'à leur école, en passant aussi par d'autres grands hommes qui ont marqué la science, on apprend que la puissance de la science physique vient précisément de ce qu'elle a su limiter ses ambitions aux seules questions qui étaient mathématisables. C'est pour ça que les sciences physiques ont dépassé presque beaucoup de sciences. Et c'est ça que l'économie devrait faire. Les sciences économiques, on devrait les ramener à l'ordre. S'il y en a qui doivent retourner à l'école, on les retourne à l'école. Mais on ne peut pas se passer des mathématiques. C'est-à-dire, en fait, de temps en temps, j'ai comme l'impression que les maths n'existent plus. J'entends très souvent à Paris des discussions autour de la retraite française. Et pour la retraite française, les gens nous parlent d'augmenter l'âge, diminuer l'âge. En fait, ce n'est pas ça le problème de la retraite. Le problème de la retraite, ce n'est même pas ça. Ce n'est pas le sujet. On est sur l'inflation, donc je ne vais pas développer là-dessus. En tout cas, beaucoup de choses à dire, bon, mais je ne veux pas aussi occuper le terrain à 100%. Je finirai juste par remercier vraiment l'IA pour cette invitation et insister aussi pour que tous ceux qui sont dans l'espace francophone comprennent que nous partageons une langue qui est le français, mais qui est un dénominateur commun à nous tous. Et que dans le monde, on peut vivre ensemble, avoir beaucoup de problèmes d'un pays à l'autre, d'un continent à l'autre, mais c'est à nous qui avons peut-être une capacité de nous retrouver très souvent, de faire en sorte que ces liens-là soient rattachés et que les problèmes soient résolus. J'attends les questions pour pouvoir parler de certains autres points que je n'ai pas pu aborder. Merci. Merci, Abdou. J'ai une question un peu plus assurantielle, on va dire, pour Sandra. Tu as commencé à l'évoquer tout à l'heure. Vous avez commencé à l'évoquer tout à l'heure. Selon vous, en assurance non-vie, sur quel type de produit l'impact de l'inflation sera le plus important? Et puis, merci, je vais répondre à cette question. Oui. Et avant, Abdou, si jamais pour l'âge de la retraite en Suisse, on vient de voter l'augmentation de l'âge de la retraite pour les femmes, hein, et c'est finalement la population qui a dit oui. Donc, passer de 63 à 65 ans. Et voilà, pour la petite anecdote. Donc, pour l'assurance non-vie, donc, finalement, l'impact est le plus grand sur les assurances de biens et dommages, parce que finalement, l'augmentation du prix de tout ce qui est des matériaux de construction, ça, c'était une grosse augmentation, et aussi pour l'assurance, finalement, automobile, et à cause des pièces, justement, la valeur des pièces qui a augmenté, et aussi la valeur des nouvelles voitures qui a augmenté. Et ça, c'est les deux plus gros impacts. Et puis après, bien sûr, on peut regarder sur l'assurance accident, notamment pour l'automobile et tout ce qui est responsabilité civile. Dès qu'il y a quelque chose qui est lié, finalement, on va payer quelque chose par rapport au salaire, puisque, comme Mathieu l'a dit, les salaires vont aussi augmenter. Là, finalement, il y aura aussi une inflation.
mais ce sera plus bas que finalement l'augmentation des coûts des sinistres qu'on voit aujourd'hui pour l'assurance des biens et dommages et l'augmentation des coûts de construction. Et pour l'assurance vie, juste pour dire quelques mots aussi, intéressant, Mathieu, ce que tu as dit avant, que finalement, les coûts en Amérique, l'inflation médicale était plus basse que le reste, parce que, en tout cas, ici en Suisse, c'est l'inverse. Et l'inflation pour les coûts médicaux est beaucoup plus élevée. Et d'ailleurs, elle augmente toujours de 2 à 4%, cette année encore plus. Il y a aussi un effet rattrapage avec tout ce qui n'est pas arrivé pendant le Covid. Mais ça, c'est aussi intéressant à voir. Donc, du côté vie, c'est aussi plus, bien sûr, les couvertures médicales qui sont impactées. Et du côté finalement les couvertures pour l'épargne, etc. Comme généralement c'est indexé, ça aura moins d'impact, mais il y aura d'autres impacts via l'augmentation des taux et effectivement, est-ce qu'il y aura des nouveaux produits avec des nouvelles garanties, ça sera à voir. Ce qui est intéressant, j'aimerais juste évaluer finalement pour le défi des actuaires dans ces situations-là. Pour la non-vie et la vie, je pense que la première chose, ça va être comment traiter les sinistres aujourd'hui et dans quel budget on va puiser ça. C'est des choses finalement qu'on n'avait pas pris en compte au début. Mais finalement, la deuxième partie, ça va être de combien on va retarifer les nouveaux produits pour l'inflation. Et il peut y avoir aussi une espèce de vue compétitive aussi, de voir, voilà, on n'a pas envie de perdre tous nos clients aujourd'hui, de combien vont augmenter les autres assureurs afin qu'on puisse en fait garder nos assurés. Et il y a peut-être le choix de finalement faire un sacrifice et de ne pas augmenter les tarifs d'assurance pour certains segments, juste pour pouvoir les garder, en fait, les assurer. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on a vu. Il y aura aussi l'impact du gouvernement, justement en France avec Bruno Le Maire qui a effectivement donné finalement une limite, que l'augmentation de l'indice pour tout ce qui est assurance ne doit pas augmenter plus que l'indice à la consommation en général. Donc ça, il faudra aussi le prendre en compte quand on retarife ces produits. Donc, et le troisième défi pour les actuaires, ça va effectivement comment réserver et adapter les réserves au fur et à mesure dans le changement et aussi quel va être du coup l'impact potentiel pour le ratio de solvabilité selon combien on augmente les réserves et quelles sont les inflations. Comme Mathieu le disait, c'est clair que dans 60 ans, avec l'inflation, il y a certainement une chose qui est certaine, c'est qu'on n'aura pas la vraie réponse à 100%. On a fait quelques simulations, en fait, l'augmentation des réserves en non-vie, si on utilisait différents scénarios en fait, de l'inflation. Par exemple, de dire qu'on utilisait la base d'aujourd'hui, qu'elle allait rester la même, alors on aurait les mêmes réserves, ou bien qu'on aura un scénario plus optimiste, comme Abdou parlait un peu du passé, ce qui s'est passé, peut-être si on regarde ce qui s'est passé, l'inflation dans les années 20, avec les années dorées. Alors là, on pense qu'il y a l'inflation, puis après, finalement, ça rebaisse. Alors là, ce serait plutôt des réserves plus basses qu'il faudrait mettre en place, ou bien alors les scénarios pessimistes, comme la récession globale des années 70, avec une grosse augmentation. Et là, il faudrait mettre vraiment les réserves beaucoup, beaucoup plus élevées pour l'inflation. Donc, à voir, voilà, quels sont un peu les scénarios auxquels on prend en compte pour regarder à quel point il faut augmenter finalement les réserves pour l'inflation dans le futur. Merci Sandra. Je vais redonner la parole à Valérie. Est-ce que vous pouvez nous parler de comment l'inflation est prise en compte dans les modèles de gestion actif-passif ? Merci Samuel. Oui, effectivement, alors bien sûr, tout le monde a compris, effectivement, il y a des effets au passif, à la fois en termes de produits, on a parlé éventuellement de rente ou de produits indexés inflation, ils dérivent des coûts, Sandra en a longuement parlé, ils dérivent des frais, et ça rentre en compte en Europe au niveau de la directive Solvabilité 2, puisqu'on a un base estimate de frais. Et puis à l'actif, il y a effectivement des produits qui peuvent aider à couvrir l'inflation, notamment tout ce qui est obligations indexées, mais les volumes sont très faibles.
En zone euro, c'est de l'ordre de 5 à 6% des émissions obligataires. Donc, quand on s'occupe de gestion actif-passif, on a un gros sujet au passif et pas grand-chose en termes de couverture à l'actif. Et un deuxième sujet qui est que, en fait, on a envie, notamment à travers ce qu'on est obligé de faire pour la réglementation, donc des générateurs stochastiques, mais pas que. On a aussi envie au niveau de la rentabilité de l'assureur de faire des études et regarder comment on pourrait modéliser l'inflation. Bon, je vais faire plaisir à Abdou, je ne vais pas citer tous les modèles mathématiques qui servent à modéliser l'inflation, mais quand même un petit peu. Donc en fait, on a une vieille équation qui s'appelle la relation de Fisher. On dit que les taux nominaux et les taux réels sont liés via l'inflation, et donc ça nous ramène à des modèles qui permettent de modéliser les taux nominaux et les taux réels. Bon, des modèles de taux, on en a beaucoup. Voilà, on va pas faire. Le but, c'est pas de faire un cours dessus. Vous connaissez tous Vasicek, LMM, GLM et autres. Il y a des modèles un petit peu plus sophistiqués, ou notamment de Jérôme Morton, où on peut corréler directement les trois grandeurs, taux réel, taux nominaux et inflation, avec des browniens qui sont corrélés. Et puis, il y a un modèle aussi qu'on a étudié, qui est le modèle de Wilkie, qui est autorégressif, donc on paramètre l'inflation, qui est une tendance long terme, et on met un coefficient de corrélation et bien sûr un brownien, parce que dans tout modèle, joli modèle stochastique qui se respecte, on a un écart type et un brownien. Voilà. Donc il y a des modèles pour le faire. Je ne dis pas que c'est simple, mais il y a des modèles qui servent à lier l'inflation, notamment à travers les taux. Alors pourquoi ? En fait, on a étudié aussi de notre côté la corrélation sur 22 ans entre l'inflation, les taux, l'immobilier et les actions, pour voir au-delà du modèle mathématique si on pouvait avoir notamment une couverture par d'autres types d'actifs. Et notre question, c'était, puisqu'on n'a pas beaucoup d'OAT indexés sur l'inflation, on n'a pas beaucoup de volume, est-ce qu'il y aurait d'autres types d'actifs qui montrent une corrélation avec l'inflation? On pense par exemple à l'immobilier, parce qu'il y a un vieux dicton qui dit que l'immobilier, les prix de l'immobilier augmentent avec l'inflation. Et puis pourquoi pas les actions, notamment des actions qui auraient un pricing power, c'est-à-dire qui pourraient quelque part répercuter la hausse de l'inflation dans leur prix, tout en gardant des parts de marché et toutes choses égales par ailleurs. Et en fait, ce qu'on a observé sur les 20 ans, donc on a calculé les indices sur des séries d'indices de 2020 à 2022, c'est qu'il y a assez peu de corrélation, à part les taux, qui sont corrélés autour de 50%, entre l'indice inflation et l'immobilier. On était à 14%, et les actions, on était à 1%. Donc dans la gestion actif-passif, ce qu'on peut en conclure en première instance, mais vous êtes là aussi pour nous challenger puis discuter avec nous, c'est qu'il n'y a pas de corrélation, enfin il n'y aurait pas une couverture qui serait vraiment naturelle par d'autres actifs qui seraient autres que, alors en premier, bien sûr les produits indexés inflation, mais là, ok, ça c'est complètement évident. Ensuite les produits de taux, et on voit bien que la hausse des taux. Alors Abdou, tu vas me dire, ça c'est les réactions des banques centrales, et voilà, c'est eux qui foutent le bazar, et on a une hausse des taux parce que les banques centrales augmentent leur taux directeur. Oui, ok, on est complètement englué là-dedans, je suis d'accord, mais le fait est qu'il y a quand même une vraie corrélation taux-inflation. Donc on peut acheter des actifs de taux pour se couvrir. Et puis, voilà, peut-être chercher des actions qui auraient éventuellement, comme je disais, un pricing power, mais ce n'est pas évident. Et de les trouver et de faire voilà, des mesures de performance sur ce type d'action. Il reste l'immobilier, dont on voit que la corrélation est un petit peu faible, mais en tout cas, sans doute, peut-être pas les prix de l'immobilier, mais les loyers devraient avoir une tendance à suivre l'inflation. Voilà à la fois pour la partie modèle et la partie gestion actif-passif, Samuel. Merci. Est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui veut réagir à ce que vient de dire Valérie? Ou autrement, j'ai une question. Il y a plusieurs questions. Je voulais me tourner vers Mathieu, qui tournent autour des réactions des régulateurs, de la façon dont ils voient la modélisation, comment est modélisée l'inflation et ses impacts.
Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, comme vous couvrez pas mal des zones très différentes, voir les différents impacts des régulateurs sur toute cette situation? La couverture que j'ai est plus en assurance vie. Et puis on a déjà parlé beaucoup là, des réactions des banques centrales, ou en fait l'inaction des banques centrales, ou le fait qu'ils sont en retard. Je ne parlerai pas trop de ça, ça a déjà couvert, mais en fait, de réaction des régulateurs, ce qu'on a vu dernièrement, pas dernièrement, je dirais dans les 20 dernières années, c'est beaucoup plus de ce qu'on appelle le mark-to-market pour les réserves. Quand j'ai commencé ma carrière encore là, il y avait beaucoup d'amortisation. Quand il y avait de l'expérience qui était bonne, qui était moins bonne, on était capable de l'amortir dans les réserves, donc ça créait beaucoup moins de volatilité. Le premier changement qui a été fait, c'est de rendre les réserves et rendre les actifs sur les états financiers plus mark-to-market. Puis c'est sûr que ça crée la volatilité dans les états financiers. Puis les investisseurs, disons que c'est pas quelque chose, la volatilité, c'est pas quelque chose qu'ils aiment trop. Donc, ça a généré beaucoup de volatilité en termes de capital, en termes de solvabilité pour les compagnies d'assurance. Puis les régulateurs ont réagi de ça en changeant leur modèle de capital. Il y a plusieurs pays où les modèles de capital dans le temps étaient basés sur des ratios sur les réserves. Les réserves en tant que telles, les réserves actuarielles, ça commence, j'imagine que vous savez tous, mais habituellement, quand ça vient le contrat vient d'être vendu, ça commence assez bas, ça monte assez rapidement, puis ça redescend dans les années futures. Il y avait beaucoup de modèles qui étaient basés en fraction de la réserve. Donc, le capital qui était demandé au départ était assez bas. Mais quand les réserves augmentent rapidement, ça augmente évidemment le ratio de capital qui est demandé augmente très, très, très rapidement. Puis, ça peut donner justement une position pour la compagnie qui n'est pas nécessairement ce qui était pensé. Donc, de plus en plus qu'on a vu, le Canada a passé au travers de ça, les États-Unis, puis en Asie, je dirais, il y en a beaucoup qui ont fait ça, puis tranquillement, ça s'en vient dans la plupart des pays, d'avoir un régime qui est un peu plus comme on voit, comme vous avez en Europe, où c'est basé sur les risques. Donc, c'est un stress test qui est fait. On prend chaque hypothèse, il y a un stress test qui est donné, donc ça donne un capital quand le contrat est vendu, même si la réserve n'est pas nécessairement élevée, un capital qui est quand même qui est plus grand à l'échéance, en fait au départ, mais qui n'augmente pas autant. Donc, d'une façon comme ça, la projection est un peu plus stable, puis ça empêche justement d'avoir des compagnies d'assurance qui ont leur capital qui est très volatile. Puis, en fait, c'est une meilleure information de la stabilité, puis aussi de la capacité de certaines compagnies à absorber certains chocs qui pourraient arriver dans les marchés. Donc, je dirais ces deux changements-là ont été très critiques dans l'évaluation des réserves. Et puis, évidemment, avec IFRS 17, ça va faire des changements. Le changement qu'on va voir, c'est en fait le but. J'espère qu'on va se rendre là, c'est d'avoir des états financiers qui sont plus facilement comparables entre les compagnies d'assurance. Puis, ce qui va permettre justement d'être capable de comparer des pommes avec des pommes au lieu d'avoir un peu ce qu'on a présentement, là, qui est un peu différent. Donc, ces changements-là d'alignement international, des changements d'être plus basés sur les risques, puis d'avoir plus de mark-to-market, ça va donner plus de transparence. Puis, ça va nous permettre justement d'être plus facilement pour nous, qui préparent les états financiers, mais aussi les investisseurs, de voir d'évaluer les compagnies. Merci. Est-ce que quelqu'un veut réagir ou ajouter quelque chose? Abdou? Oui, je voulais réagir par rapport à l'intervention de Valérie. Donc, je voulais lui poser une petite question. Je remercie aussi Sandra parce que j'ai bien entendu
ce qu'il avait dit de son côté. Alors, donc pour Valérie, parce qu'en fait, on a parlé tout à l'heure des modèles de taux. Hein. Elle nous a énuméré la plupart des modèles de taux qui étaient utilisés, qui sont des modèles qui sont connus. Et elle a parfaitement raison. Mais moi, j'avais une petite réflexion. C'est pour savoir si tu y avais réfléchi ou sinon, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on réfléchisse ensemble là-dedans? Quand on prend, par exemple, le modèle de Vachisek, c'est un modèle qui prévoit des taux négatifs. Le modèle de Vachisek, moi, je me rappelle bien, dans les années 2000-2002, quand j'étais vraiment en train de fabriquer des modèles de taux pour la branche vie de HSBC Assurance, je me rappelle bien que le modèle de Vachisek pouvait donner des taux négatifs. Alors, la question que je me suis posée, c'est que les taux nominaux ont baissé pendant 30 ans avant 2018. Avant 2018, sur les 30 dernières années, on a assisté à une baisse constante des taux nominaux. Or, un taux qui baisse depuis 30 ans et qui avait commencé peut-être autour de peut-être 6 ou 5, etc., et qui baisse sur 30 ans, a une probabilité non nulle de tomber sur zéro ou d'aller en nombre négatif. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est est-ce que, par exemple, quand on a monté l'euro, dans le scénario de l'euro, est-ce qu'il y avait eu la réflexion de savoir que arriver à des taux négatifs, ça peut être un scénario de catastrophe. Parce que quand même, nous qui sommes dans la gestion active-passive, on doit être persuadé qu'avoir des taux négatifs, c'est normal, ça peut arriver. Mais je ne me rappelle pas, parce qu'en ce temps, je n'étais pas en France, j'étais complètement au continent africain, donc je n'ai pas suivi les entrées-sorties. C'était pour savoir de la part de Valérie, est-ce que une réflexion comme ça avait été émise? Alors, en tout cas, de ce que je connais, c'est-à-dire la directive solvabilité 2, non, puisque en fait, il y avait un choc à la baisse des taux qui était floré à 0. Donc effectivement, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a eu la révision et que, enfin voilà, qu'il y avait des projets de révision, c'est parce que en fait, il n'y avait pas d'anticipation que voilà, on pouvait aller choquer en territoire négatif des taux. Voilà, ce que je peux te dire au moins au niveau de la directive solvabilité 2. Après, au niveau de l'euro lui-même, les réflexions qu'on conduit à l'euro, je ne saurais pas dire. Mais le scénario à la japonaise, en tout cas, quand on en parlait il y a 10 ans, et voilà, moi j'ai fait beaucoup d'épargne en euros, beaucoup d'assurance vie, on riait au nez. C'est-à-dire, c'était pas possible le scénario à la japonaise, taux zéro ou taux négatif. Or, c'est bien ce qui nous est arrivé. Donc je pense que c'était pas du tout dans les esprits. Pas dans les modèles, de la plupart. Et enfin, des modèles qu'on utilisait à l'époque, hein, je te parle de ça il y a 10 ans, à peu près, peut-être 12 ans même. Et on ne modélisait pas de taux négatifs. Non. En tout cas, pas au niveau du générateur de scénarios stochastiques que j'utilisais à l'époque. Et après, oui, effectivement, on s'est dépêché de... Enfin, on a couru après pour le mettre en place. D'accord. En tout cas, merci. Merci. On a une question aussi sur la réassurance. Est-ce que la réassurance peut être utilisée comme moyen de mitigation contre l'inflation? Sandra, vous voulez la prendre? Oui, volontiers. Alors, je pense qu'il y a plusieurs effets de l'inflation et il y a plusieurs finalement solutions que la réassurance peut apporter. Et d'abord, peut-être comme Valérie l'a mentionné un peu, il y a aussi des problèmes ALM et peut-être aussi des problèmes au capital management avec la solvabilité. Et là, bien sûr, la réassurance peut aider aussi peut-être à financer. On a parlé aussi avec quelques clients qui disaient il doit finalement augmenter, il doit financer cette augmentation aussi des coûts quelque part. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Et juste avant de parler des autres choses, par exemple, l'impact sur la solvabilité, on a vu de l'assurance vie, par exemple. Avec l'inflation, il y a eu l'augmentation des taux d'intérêt. Au début, on était bien content avec les taux d'intérêt négatifs. Valérie, quand on avait les produits épargne à 0% même, on se disait, oh là là, on n'arrive pas à payer. Alors les taux, ils ont augmenté. On s'est dit, c'est bien. Maintenant, on arrive à payer les garanties. Enfin, ça dépend bien sûr des compagnies d'assurance qui étaient plus ou moins matchées. Mais en général, ça, c'était un peu la vision. Et avant, il y a quelques mois, au début d'année, la problématique, c'était vraiment si les gens ils restaient dans le portefeuille longtemps, plutôt qu'on disait
les taux de chute plus bas, effectivement, et qu'on devait payer ces garanties pour plus longtemps. Ça, c'était un peu le scénario de stress. Avec l'augmentation des taux, finalement, en quelques mois, tout a changé. Et finalement, on est dans d'autres scénarios. Et l'autre scénario, c'est en fait, il y a aussi le cas, bon, c'est un peu dans tous les pays d'Europe, hein, mais on a vu ça très, très prononcé en Italie avec les taux d'intérêt garantis sur certains produits. Et finalement, si les gens ils chutent ou veulent racheter leur police d'assurance, eh ben, comme les marchés ils ont chuté, les actifs valent moins. S'il fallait redonner 100 à l'assuré, ben, finalement, on n'a plus que les actifs qui valent 90 ou 90. Voilà. Et il y a ces 10 finalement qu'il y ait une perte qu'il faudra payer. Donc ça, c'est un problème finalement qu'on a des pertes latentes et plus des plus-values latentes finalement dans les comptes. Et ça pose un problème aussi si on a tout à coup, comme en Solvabilité 2 en Europe, des stress pour des rachats massifs. Donc finalement, il y a eu des problèmes dans les compagnies d'assurance vie où le stress est passé à un stress de chute plus bas, à un stress de chute massif. Et ça, c'est vraiment un problème de capital et une augmentation de capital pour certains assurés. Assurance de compagnie. Donc là, la réassurance peut aider justement ça c'est un exemple que j'ai donné par rapport aux problèmes de capital management, mais peut aider à finalement faire face à ces problèmes d'optimisation de capital. La deuxième chose, c'est bien sûr, il y a des couvertures d'assurance qu'on peut faire pour se protéger de certains risques sur l'inflation. Ça, c'est à voir exactement en détail comment ça fonctionne, mais ça, c'est des choses qui peuvent se faire aussi. Et les deux autres choses, c'est bien sûr, on peut aider à comprendre l'impact de l'inflation sur les sinistres. Donc, on peut essayer on a des tools aussi en non-vie qui permettent de faire des analyses plus profondes et comprendre finalement l'impact de l'augmentation pour pouvoir mieux la retarifer dans le futur. Et finalement, la quatrième chose que la réassurance peut faire via couvrir les risques, c'est aussi avoir des échanges avec les experts et quelle est notre vue sur l'inflation, comment est-ce qu'on mettrait les réserves, etc. Et aider les clients à finalement mettre des réserves qui sont plus ou moins adéquates. Merci. Est-ce qu'il y en a qui veulent compléter ou ajouter quelque chose sur ce point? Il y a une question aussi qui est un peu, plus sur, on dirait, presque économie comportementale. C'est qu'avec la dépréciation sur le long terme des prestations potentiellement pourrait toucher un assuré, comment est-ce qu'on peut anticiper les comportements macro des assurés devant ce risque avec l'inflation? Je ne sais pas, Abdou, Mathieu, vous voulez réagir là-dessus? Je peux commencer, puis je vais le passer à Abdou après. Je dirais, en termes d'assurance vie, comme je disais, acheter une police pour 40 ans, la situation, puis la couverture avec quelqu'un à l'âge de 30 ans versus 50 versus 70 va être très différente. La façon que c'était vendu, c'est tu prends une police à 30 ans, puis tu la laisses, tu n'as pas d'interaction avec l'assureur, tu la laisses aller jusqu'à temps qu'il y ait un claim, puis c'est là que tu vas toucher ton argent. Ça peut être évidemment pas assez versus le niveau de vie et les besoins en ce moment-là. Ce qui est l'opportunité, je dirais, puis ce qui est probablement important, c'est pas nécessairement de faire un achat qui est une fois, puis tu attends jusqu'à la réclamation, mais de voir si justement les besoins changent, puis si des polices devraient être rajoutées par-dessus. Donc, pas nécessairement d'avoir juste une à 30 ans puis de continuer, mais dans mon exemple, quand il y a des choses qui changent dans la vie des consommateurs, supposons au départ, ils sont mariés, après ça, ils ont des enfants, les enfants vont à l'université, ça va changer en termes de besoins. Je dirais l'importance puis le montant qui est besoin. Puis, ça donne un peu plus d'interaction avec les consommateurs du point de vue de la compagnie d'assurance, au lieu d'avoir interaction au début, puis après ça, on va se revoir dans 30 ans quand il va y avoir une réclamation.
Donc, il y a beaucoup d'opportunités en termes de voir les couvertures, de voir comment ils peuvent changer avec le temps, changer avec justement le niveau de vie du consommateur, au lieu d'avoir juste l'interaction de part. Des fois, au niveau de la tarification, quand on fait le underwriting, on essaie de voir un peu le type, je dirais le type d'emploi, le type de carrière que les assurés ont pour essayer de, sans nécessairement anticiper, parce qu'on ne peut pas nécessairement anticiper trop loin, mais de dire s'il y a un potentiel pour une augmentation, ce serait quoi le montant de couverture qui serait adéquat. Ça peut avoir un petit peu d'influence, mais je dirais qu'une compagnie d'assurance ne sera jamais confortable de dire, regarde, je sais que dans 20 ans, tu vas être capable d'avoir tel genre d'emploi, donc je vais doubler ton montant. Ça ne se fait pas. Mais il y a peut-être des petits changements qui peuvent être accordés, tout dépendant de l'emploiement, la carrière du consommateur. Puis, il y a aussi il y a des polices, comme je disais, des polices universelles, où il y a une couverture, une protection, mais il y a aussi un actif qui est par-dessus, qui est ajouté par-dessus, qui provient de primes excédentaires, qui s'accumulent avec les marchés, qui s'accumulent dans quelques pays à l'abri de l'impôt. Tout ça, ça fait que ça protège plus dans des scénarios comme avec l'inflation qu'on voit présentement, parce que le montant de couverture augmente avec le temps. Donc, il y a plusieurs façons de voir, il y a plusieurs façons de réduire le risque d'avoir une couverture ou d'avoir un paiement qui est trop bas au moment de la réclamation. Mais c'est sûr que ça demande un peu plus d'ouverture, puis ça prend des consommateurs qui sont prêts à acheter, je dirais, un peu plus souvent au lieu de, comme je disais dans mon exemple, à 30 ans, puis on se revoit dans 40 ans. Cyril, Samuel, je peux Samuel? Désolé, on t'écoute. Ah oui, d'accord. Alors, donc, je suis entièrement d'accord avec Mathieu. Donc, en fait, je voulais réagir en prolongement de son exposé autour de la conception de nouveaux produits d'assurance pour un peu partager mon expérience en Afrique. En fait, ces derniers temps, la Fédération des assureurs de droit national africain avait eu l'idée de réfléchir sur l'ensemble des opportunités et surtout les études d'impact de la mise en place de beaucoup d'assurances obligatoires au niveau de la zone CIMA. De mettre carrément des assurances obligatoires. C'est-à-dire, pas besoin de savoir si les gens veulent ou pas, tout le monde s'y met, comme on a en France beaucoup d'assurances qui sont obligatoires. Alors, on avait commencé à travailler sur le projet en début d'année et deux problèmes. Premier problème, les produits qu'on veut créer, c'est des produits qui n'existaient pas, certainement, et donc, on n'avait pas d'historique de données sur l'Afrique pour pouvoir tarifer, ni pour pouvoir aussi faire simplement des projections dans un cadre d'une étude de rentabilité. On n'avait pas de données. On a réfléchi, et on s'est dit, en fait, bon, l'étude va aller porter sur les États. C'est-à-dire qu'en fait, il faut aller convaincre les États, parce que si on veut mettre des assurances obligatoires, il faut aller les convaincre. Et je me suis dit, écoute, l'agrégat que les États regardent, c'est le PIB, c'est le produit intérieur brut. Donc, on a pris le PIB et on a essayé de le refaire en essayant aussi de placer l'assurance dans sa composition. Or, pour faire le PIB, vous faites des dépenses et des recettes, et donc on est parti sur l'ensemble des dépenses dans les pays et l'ensemble des recettes, sachant qu'il existe des dépenses et des recettes qui ne rentrent pas dans le PIB. En exemple, les transferts d'argent qui sont faits par les étrangers, par les immigrés de la France vers le Canada, vers le Congo, le Sénégal ou le Cameroun, ces transferts ne sont pas mesurés dans le PIB. Et donc, on a fait ça, et donc on a pu faire une tarification, mais en nous axant exactement sur la capacité de l'assurance à pouvoir
se développer beaucoup plus et participer beaucoup plus au PIB. Et vraiment, au final, on n'était pas très confiants, mais franchement, au regard de tout ce qu'on a fait, on était satisfait. Par contre, au milieu de l'étude, on est tombé sur l'inflation. L'inflation est arrivée. Au milieu de l'étude, les prix ont été multipliés en Afrique et ils ne savaient plus quoi faire. Et c'est là où vraiment l'impact sur la création de nouveaux produits, vraiment, il est majeur. Il est majeur. On a dû revoir le modèle complètement. Tout revoir au niveau du modèle. Parce que tu ne peux pas continuer à avoir une inflation de ces gens et garder des tarifs d'assurance pour pouvoir les vendre. Ça, vraiment, c'est un point d'une importance capitale parce qu'on était en plein modèle. Et le modèle, on n'avait même pas fini de le présenter, parce qu'en fait, l'idée, c'est d'aller le présenter à ce qui fabrique le PIB dans les pays cibles, donc les trésors, etc., les ministères des Finances et autres. Et même avant de finir, l'inflation était là. Et ça nous a vraiment secoué et nous a montré à quel point l'inflation avait de l'impact sur la création de nouveaux produits. Merci. Alors, il y a eu plusieurs questions sur pourquoi est-ce que l'inflation est si difficile à modéliser. Est-ce que vous avez des idées à nous partager? Alors, comme notre webinaire est enregistré, je ne vais pas poser la question est-ce que vous pensez, à quel niveau vous pensez que l'inflation sera dans 6 mois, parce que sinon, ça serait un peu compliqué. Après, vous pouvez jouer le jeu et on en reparle dans 6 mois, on regardera la vidéo. Mais autrement, pourquoi, selon vous, l'inflation est si difficile à modéliser? Et celui qui veut se lancer, se lance. Sinon, je nomme Valérie. La question difficile, je ne sais pas si c'est difficile, parce que comme j'ai expliqué, il y a des modèles, il y a des relations qui existent, et voilà. Ensuite, je pense que c'est les modèles c'est les taux eux-mêmes qui, quelque part, sont difficiles à modéliser. C'est exactement la question que m'a posée Abdou. L'univers de taux négatifs, on n'en avait absolument pas idée. Finalement, là, plus personne croyait, enfin, peut-être si, il y en a quelques-uns, mais la hausse des taux, personne ne l'a vu venir. Ou en tout cas, on en parlait tous les ans, mais finalement, tout le monde s'était lassé, puisque année après année, il n'y avait pas de hausse des taux. Donc finalement, on se couvrait plutôt on ne s'est pas couvert à la baisse, et après, on n'a pas vu arriver la hausse. Ne serait-ce que je discutais avec des collègues sur les gens qui avaient acheté des produits justement indexés inflation, et ils s'y sont intéressés quand l'inflation était déjà là. Enfin, personne n'avait anticipé que fallait les acheter il y a même 1 an ou 2 ans. Personne n'en voulait, parce que de toute façon, il n'y a pas d'inflation, donc ça rapportait rien. Donc c'est très difficile en fait. Et il y a la perturbation, mais on l'a tous un peu bien dit, des actions des banques centrales qui quand même, suivant qu'elles réagissent ou pas, et suivant les mouvements qu'elles font ou pas, vont… Et ça, les réactions des banques centrales, ça va pas, ou la guerre en Ukraine ou la guerre en Russie, ça va pas se mettre dans… Enfin, si, parce qu'on fait du stochastique, on essaie de générer l'état des possibles, mais c'est très difficile de dire dans un modèle vraiment… et le comportement des consommateurs, etc. Ça, c'est des choses… Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup de questions là aussi là-dessus, sur le comportement de manière générale. C'est pas ça qu'on va modéliser en tout état de cause. Donc, je pense que c'est pour ça que c'est difficile. On ne peut pas reproduire notamment tout ce qui est comportement, les réactions et l'affect dans des modèles… excuse-moi, Abdou, mathématiques. Il y a toujours une part, voilà. On essaie de reproduire le mieux possible l'aléa, mais en tout cas, le timing, pardon, je pense qu'on n'est pas maître du timing. Et il y a d'autres facteurs aussi intéressants, je voudrais dire, peut-être, pardon Abdou, d'autres facteurs intéressants, par exemple, si on regarde l'inflation en ce moment en France, je crois que c'est entre 5 et 6%. En Suisse, par exemple, l'inflation est beaucoup plus faible. Aujourd'hui, je crois que c'était à 3,5%. Et il y a aussi notre raison de dire, c'est que le franc suisse est devenu très fort. Et bien sûr, si on veut importer des biens, même si le prix a augmenté, comme le franc suisse est devenu plus fort, finalement, le prix de ces importations a un moins grand impact pour les Suisses. Donc, ça, c'est une chose. Mais il y a aussi, par exemple, la dépendance à l'énergie. Et comme tu l'as dit, Valérie, c'était, je crois, autour des 30% l'impact de l'inflation par l'énergie. Et là, par exemple, on est peut-être moins dépendant d'autres pays. Et ça a aussi un impact. Et donc ça peut impacter. De ce que j'ai parlé avec les économistes de Suisse Re aussi ces derniers jours,
c'était finalement qu'il y a l'impact de la guerre en Ukraine qui est quelque chose de très fort, mais qui aujourd'hui et qui est peut-être à court terme. Et ça, c'est quelque chose qui va peut-être garder les taux d'inflation un peu stables ces prochains mois, années, voilà, ça, j'arriverai pas à dire, mais qu'il y a d'autres choses qui vont faire que l'inflation va rester ou va augmenter, dû par exemple le changement climatique, l'investissement dans les différentes énergies. Et le dernier point que je voulais encore mentionner, c'est que effectivement, l'inflation dépend de l'offre et la demande. Et finalement, plus que la demande est plus augmentée pour certains biens, l'énergie, il faut aussi penser que pour certains pays, ceux par exemple qui donnent beaucoup de pétrole à l'étranger, peut-être que pour eux, c'est un effet positif. Si le prix finalement a augmenté, eux, ils sont dans un cas où finalement, ils se font peut-être aussi plus d'argent là-dessus. Donc voilà, quelques idées pour voir un peu l'impact sur l'inflation aussi, comme ça peut dépendre et être différent pays par pays selon les critères et l'impact, qui ne doivent pas être faciles à modéliser aussi. Hein. Alors, je voulais y rajouter quelque chose. Je suis entièrement d'accord avec Valérie et Sandra. En fait, maintenant, si on est dans le référentiel africain, pour voir exactement l'inflation que nous vivons là-bas, comment on peut le modéliser. C'est là où je me dis, en fait, le blé qu'on doit manger, par exemple, en Afrique dans 3 mois, c'est un blé qui a été acheté en Californie il y a 2 ans et gardé par des traders, échangé entre traders et donc entre plusieurs mains. C'est-à-dire, en fait, le pétrole, c'était ça et qu'on avait eu le déport qu'on avait eu juste avant le déport de l'or. Et donc, échangé, donc, les matières premières sont échangées entre 99 fois avant que ça arrive en Afrique pour qu'on les consomme. Donc, franchement, si on veut modéliser l'inflation en Afrique, il va falloir vraiment qu'on travaille très tôt, très tôt, et qu'on crée une forme d'institut africain de modélisation de l'inflation. Ça va être extrêmement compliqué. Et il y a un autre facteur aussi, c'est que quand on regarde aussi au niveau des marchés financiers, on se pose quand même beaucoup de questions. Moi, tous les jeunes traders qui avaient été avec moi à l'ENSAE savent que j'étais très passionné de calcul stochastique. Mais en 2009-2010, quand j'en ai vu qui m'avaient demandé de fabriquer des modèles pour eux, et qu'eux-mêmes, ils avaient quitté les banques, ils avaient créé leur propre salle de marché pour faire du trading de matières premières, c'est cette période-là où je me suis rendu compte que quand même, s'il n'y a pas de régulation des marchés, en tout cas, nous, en Afrique, l'inflation, ça devient une donnée. C'est-à-dire, il faut qu'on sache que c'est comme ça, c'est comme ça. Je ne vois vraiment pas un moyen de modéliser. Et ce que M. Powell a dit, c'est que je pense que dans leur conception même d'une politique monétaire, ils ont passé toute leur vie à modéliser l'inflation. Donc, ils ont fabriqué des modèles et des modèles. Mais aujourd'hui, s'ils se disent, allez, on ne cible plus ceci, on va cibler autre chose, c'est que vraiment, eux-mêmes, ils ne s'y retrouvent plus, quoi. En tout cas, ce n'est pas très facile. Mais je pense que ce qui peut être fait, c'est vraiment réguler un peu les marchés, quoi. Je pense que c'est la meilleure solution. Oui, en fait, je voudrais rebondir sur ce que dit... pardon. Vas-y, Mathieu. Non. Valérie, vas-y. En fait, oui, j'ai cité tous ces modèles, mais en fait, ces modèles, il faut les calibrer. Et pour les calibrer, on a besoin de données de marché, on a besoin des caps, des floors, des swaptions, etc. Et je rejoins totalement Abdou. En fait, nous, on fait un peu les malins parce qu'on a une profondeur de marché, on est marché financier et on récupère des paramètres pour les calibrer. Mais effectivement, s'il n'y a pas de marché et pas de marché de taux, enfin liquide, quelque part, je suis entièrement d'accord avec Abdou. En fait, tout ce que j'ai dit, ça n'a pas de sens en fait si derrière, voilà, enfin, encore une fois, voilà, c'est bien beau d'avoir des modèles, mais quelque part, il va falloir les calibrer et on va utiliser des données historiques. Donc là aussi, je suis d'accord de dire que le futur n'est pas la reproduction du passé, donc on peut passer à côté de choses, mais voilà, pour le travail académique qu'on fait nous, effectivement, derrière, on a des données de marché pour le faire. Ce qui nous permet, quelque part, d'essayer de dire qu'on modélise quelque chose. Mais si on ne les a pas, ça ne tient pas, en fait. Enfin, donc, d'où la difficulté nettement accrue. En plus, comme tu l'expliques très bien, Abdou, qu'en fait, on n'aurait même pas les paramètres pour le faire, quoi.
Merci Valérie. Vas-y Mathieu, désolé. Oui, non, en fait, le point que je voudrais rajouter, c'est au niveau de la communication. Des fois les projections sont là. Puis là, je dis, c'est sûr qu'il y a beaucoup de variables qui rentrent en compte. C'est difficile de projeter dans le futur des événements comme ce qui arrive en Ukraine ou en Russie, où ce que c'est pas nécessairement, disons, rationnel. Donc, d'avoir un modèle qui va projeter une invasion de l'Ukraine, c'est difficile. Mais des fois, ce que je vois, c'est en termes de la communication des résultats, puis le manque d'actions qui sont faites en fonction de la communication. Il y a des gens, il va y avoir des hauts dirigeants qui vont se dire ça va être quoi la projection de l'inflation? Ils pensent avoir un résultat, un chiffre, une projection, ça va être 3 c'est fini, on n'a pas besoin d'avoir d'autres discussions. Tandis que, en fait, ça va être un éventail qui va arriver. Donc, je vais être capable de communiquer l'éventail. Le problème, c'est que la plupart de nous vont arriver, vont dire, bon, ben, l'éventail, c'est un impact sur les réserves entre 100 millions, puis 250 millions, 19 fois sur 20. Puis là on les perd. Puis, ils ne sont pas capables de voir c'est quoi l'impact sur les données qu'ils voient à chaque jour. Donc, ce qui est important, c'est justement d'ajuster la communication pour faire en sorte de communiquer ça dans un environnement qu'ils vont en fait reconnaître. Un exemple, ça serait de dire, voici, si le scénario, comme on voit en Ukraine, arrive dans un autre pays, l'impact sur les réserves va être environ X millions. X millions, ça correspond à 15 ans de profit. Puis, on pense avoir des événements comme ça à chaque 10 ans dans les années futures. Donc, est-ce que c'est le genre de business qu'on veut être ou qui peut avoir des risques qui arrivent comme ça à chaque 10 ans puis qui peut effacer 15 ans de profit? Donc, la relation ne marche pas. Ça, c'est le genre de communication qu'il faut changer de plus en plus pour parler justement un langage que les hauts dirigeants vont comprendre, puis qui vont être capables d'interpréter les résultats puis de prendre action sur les projections au lieu de penser que ça va être un chiffre puis que les actuaires ne se tromperont jamais. Désolé, mais on se trompe. Et le fait justement d'avoir une meilleure façon de communiquer les résultats va faire en sorte que les décisions qui vont être prises vont être meilleures, vont être meilleures dans le futur. Je suis tout à fait d'accord avec ça, Mathieu. Et aussi, je trouve, au lieu de donner les scénarios best estimate de 3%, mais plutôt aussi de dire les stress tests. Et puis aussi, quand on regarde faire des nouveaux produits ou d'autres choses, de voir la nouvelle tarification, de regarder effectivement dans ces scénarios extrêmes, plus positifs, plus optimistes ou plus pessimistes, si on est toujours d'accord d'avoir finalement ces produits et si dans les scénarios pessimistes, on est d'accord aussi de pouvoir communiquer si ces scénarios pessimistes arrivent, communiquer aux investisseurs ou au marché pourquoi c'est arrivé et pourquoi on était d'accord de prendre ou de calculer les réserves ou d'inflater les réserves de ce montant. Je pense que ça, c'est important de regarder les stress tests et d'avoir le dialogue avec les économistes aussi, je pense, de savoir pas que les actuaires, mais discuter avec les économistes ce qu'ils en pensent. Abdou, pas les économistes tout seuls, mais ensemble peut-être travailler. Voilà, tu as parfaitement raison. Et j'en profite pour revenir pour venir sur un point que je trouve qu'on a commencé à négliger en Europe continentale. Parce que, comme Mathieu le disait tout à l'heure, c'est dit qu'en fait, non seulement il faut connaître de la communication, mais aussi savoir cibler d'un côté, en fonction de l'environnement où on est, qu'on puisse savoir exactement même comment communiquer. Moi, je trouve qu'il y a un vrai problème entre l'Europe continentale et le modèle anglo-saxon. Quand je regarde aujourd'hui l'Allemagne, la France, etc., là, je suis en Europe continentale. Dans cette Europe continentale, la culture financière, c'est l'épargne et la garantie. C'est-à-dire que quand un enfant naît en France, en tout cas moi, quand mes enfants sont nés en France, j'étais obligé de leur ouvrir un compte d'épargne et quand j'ai de l'épargne, je demande toujours à ce qu'on me donne une garantie. Ça, c'est la culture financière de l'Europe continentale. On ne peut pas changer ça. Mais quand vous êtes dans le modèle anglo-saxon des États-Unis ou en Angleterre, qu'est-ce qui se passe? Quand un enfant arrive au monde, on lui achète des actions.
et on l'invite tout de suite à se préparer à prendre des risques. Donc, je considère que la culture financière à l'anglo-saxonne, c'est le risque et l'endettement. Prendre des risques, acheter des actions, prendre des risques, s'endetter. Alors qu'en Europe continentale, on est dans l'épargne et la garantie. Alors, quand tout ce monde-là se retrouve dans un Occident, échange ensemble sur les marchés financiers des biens et des services, ça doit poser un problème. Et ça, je le dis en fonction de ce que Mathieu a dit tout à l'heure. Vraiment, dans l'espace où nous sommes, on n'a pas, des fois, les réalités ne sont pas les mêmes, mais pourtant, les marchés sont les mêmes. On utilise les mêmes marchés financiers et on n'a pas les mêmes cultures financières. Je brosserai la culture financière de l'Afrique qui est un peu particulière. C'est que nous, quand un enfant arrive, qu'est-ce qu'on fait? Tout le monde amène de l'argent, donc l'assurance marche, toute la famille amène de l'argent, mais on fait un baptême et on fait des dépenses. Mais c'est intéressant parce que ça fait comprendre que l'assurance est innée chez nous. Il n'y a aucun événement où tous les autres Africains ne viennent pas donner de l'argent. Donc, c'est une forme la tontine, c'est notre assurance à nous. Peut-être qu'on ne l'a pas encore formalisée, mais ça viendra. Mais en tout cas, je pense qu'en Europe continentale, on devrait commencer à réfléchir sur ces points-là, parce que ça aussi, ça fait partie des problématiques qui se posent vraiment au niveau des marchés. Merci Abdou. Je pense qu'on aurait pu continuer 1 heure ou 2 en plus. Et encore, on n'a pas parlé de la retraite. Donc, mais il est temps de nous quitter au nom de l'ensemble des associations actuarielles du monde francophone et de l'Association actuarielle internationale. Un grand merci à vous 4, Valérie, Sandra, Mathieu et Abdou, pour votre participation. Un grand merci au public nombreux qui a suivi cette conférence et rendez-vous demain à la même heure pour la suite du colloque consacré à l'évolution de la tarification d'assurance automobile. Un sujet très intéressant, très différent du nôtre, mais particulièrement intéressant. Bon après-midi ou bonne soirée à toutes et à tous et encore merci. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.